Je suis venu à Dubaï, j'avais pas d'argent et je suis resté dans un hostel où, tu sais, c'est une chambre où il y avait 7 personnes. Et ça a été un chemin très difficile, mais aujourd'hui, c'est tellement, excuse-moi du mot, jouissif dans ma tête. Mais ouais, ma famille, ils m'ont freiné. Lorsque j'ai monté mon entreprise, ils m'ont freiné. Lorsque je voulais prendre un risque, ils m'ont freiné. C'est pas de leur faute. C'est juste la réflexion de leur propre peur. Un lion, quand il a faim, il dort. Moi, je suis un lion qui a faim. Et quand un lion il a faim, il chasse. Et je suis resté sur ma faim en fait. Je me suis forcé moi-même en fait à souffrir. C'est-à-dire que je suis pas un développeur, je connais rien du tout dans le domaine, je sais rien, mais ce que je sais c'est que je vais le faire. J'ai énormément pris soin de mes employés. Et pendant 5 ans, ils ont pris soin de moi. C'est passé, j'ai fait la Coupe du Monde, j'ai fait des événements de fou, c'est pour ça que je suis tranquille en fait. Il n'y a rien qui peut être plus gros que ça maintenant pour moi. Hello Youssef. Bonjour Fanny. Comment vas-tu? Je vais super bien aujourd'hui. Ça va. Je suis très contente de t'avoir sur le podcast Success. De même. On est à Dubaï. Tu habites ici. Oui. Je vais faire une description de toi qui a été générée par ChatGPT. Ah ouais? J'aimerais que tu me dises si tout ce que ChatGPT dit de toi est correct ou pas, ou qu'est-ce que tu pourras rajouter. Ok. Alors écoute bien attentivement. Aujourd'hui, je reçois un entrepreneur créatif et visionnaire, Youssef Kibé. Basé à Dubaï et fondateur de iBoostMe, une entreprise pionnière dans les expériences photos et vidéos interactives pour les marques et les événements. Il est le CEO de iBoostMe, qu'il a fondé en 2011, et pilote avec passion cette entreprise qui transforme la manière dont les marques engagent leur public en alliant technologie, marketing expérientiel et design immersif. Grâce à ces solutions innovantes comme les photobooths virtuels ou les dispositifs interactifs sur mesure, iBoostMe accompagne des marques internationales telles que Dior, Pringles ou Sony Ericsson. Youssef incarne cette nouvelle génération d'entrepreneurs audacieux qui font rayonner leur vision à l'international en créant des expériences qui marquent vraiment les esprits. Youssef, bienvenue dans Success. C'est énorme. Je veux dire, il y a ChatGPT me connaît mieux que moi-même. Donc, merci pour ton invitation déjà. Ça me fait vraiment hyper plaisir d'être là aujourd'hui et de partager mon petit bout de chemin qui peut peut-être, je sais pas, Inspirer faire les réfléchir. Pas inspirer, c'est un mot et un peu trop. Mais j'ai passé le tunnel et je peux expliquer il y a quoi dans ce tunnel, quoi. Moi, je pense que tu peux inspirer. Ton parcours peut inspirer. J'aimerais bien qu'on y revienne dessus. Oui. Parce que moi, c'est ce qui m'a marqué quand je t'ai rencontré. On s'est rencontrés lors d'un mastermind. Ouais. Et c'est ton parcours et cette hargne et cette poigne que tu as. Tu n'as pas toujours vécu à Dubaï. Non. D'où tu viens? Qu'est-ce que tu faisais avant? Quel enfant étais-tu? Parle-nous un peu de tout ça. Bah écoute, si je peux résumer un rêve que j'ai eu quand j'étais un enfant. Je suis né au Liban, à Beyrouth. Et tu sais, dans les années 82, il y a eu la guerre. Et tu sais, à 3 ans, bien sûr, tu ne te souviens pas de beaucoup de choses, mais tu te souviens d'éléments, genre d'un bruit de bombe, quand on courait se réfugier, les gens qui avaient peur. Et je voyais la destruction et la mort autour de moi. Et ce qui est magnifique, c'est qu'en tant que gamin, c'est pour ça que je veux toujours garder mon âme d'enfant et ce qui fait mon succès aujourd'hui. Mon rêve quand j'étais gamin, c'était pour me protéger de toute cette horreur, c'était que dans mon esprit, j'avais une voiture et dans le pot d'échappement, quand je conduisais, il y avait un espèce d'arc-en-ciel et cet arc-en-ciel réparait les maisons cassées et les cœurs brisés. Et c'est ça, en fait, qui me définit aujourd'hui. Et parce qu'on pourra en parler un peu plus tard, parce que je ne fais pas le business pour l'argent, en fait. C'est une autre approche de business que je suis en train de faire, plus une aventure humaine que financière. Et c'est là où j'ai appris que quand tu vas dans l'humain, le financier suit, mais très fort. Tu vois? Ouais. Mais c'est très difficile d'arriver à ce... Mais bon. Ouais. Tu as grandi en France? J'ai grandi en France, à Saint-Maurice, c'est dans le 94. Et j'ai eu un petit parcours, un parcours scolaire assez, on va dire, difficile. C'est-à-dire que je n'aimais pas les études, ça ne m'intéressait pas, tout simplement. Et on m'a mis dans un BEP, je suis vraiment passé bas, BEP comptabilité. Et à partir de là, j'ai vu
qui étaient les gens autour de moi, parce que je ne savais pas. Enfin, tu sais, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Donc, je me suis réveillé, je me suis dit, mais c'est quoi ces gens autour de moi? Et à partir de là, j'ai fait un bac plus 5, commerce international. Mais j'aime la France de tout mon cœur. C'est le pays qui m'a réfugié, en fait, quand il y a eu la guerre. Et tu sais, les Libanais, comment on est proche des Français, et les Français proches des Libanais. Mais il y avait aucun paramètre je veux dire, pour démarrer une entreprise correctement et faire de l'argent. Et je me suis dit, si vraiment je veux grandir en tant que personne, ce ne sera pas en France. Voilà. Et je me suis dit, mais où je peux aller? Pourquoi à Dubaï? Parce que j'ai réfléchi. Et j'ai vu que l'Asie, c'est simple, l'Asie allait augmenter, je veux dire, devenir une grande puissance économique mondiale dans les années à venir. Ce qui se passe en ce moment, on est en train de voir ce qui se passe au Vietnam, ce qui se passe en Chine, ce qui se passe en Indonésie. Et l'autre côté, tu as encore l'Europe, pays de service. Et au milieu, tu as Dubaï, qui est proche de l'Asie. Alors, ça me représente bien. Je veux dire, il y a l'autre côté un continent qui grandit, et l'autre côté, un continent que j'aime. Je reste au milieu. Ouais. Tu vois, j'ai le pied entre les deux. Je suis pas trop loin de la France, tu vois. T'es arrivé quand à Dubaï? Je suis arrivé en 2000. La crise, c'était bien en 2008. Ouais. Il y a eu une crise en 2008. Je suis arrivé au moment de la crise. J'ai eu de la chance, quoi. Mais tu te rends compte que Dubaï en 2008, personne presque connaissait véritablement. En tout cas, ça n'a pas l'engouement que ça a aujourd'hui. Comment ça se fait que tu atterris dans ce pays J'ai réfléchi. Que tout a bougé de façon folle en plus depuis? Tout simplement, en fait, je recherche. J'ai vu qu'il y avait l'Asie. J'ai vu, c'était à l'époque de Sarkozy, la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Je me suis dit, écoute Coco, là, ça va pas, je suis avec ma tête et mon nom, et mon prénom, pardon, ça va pas aller super loin. Il y avait des signes mineurs, en fait, que voilà, ça allait pas bien se passer en France et en Europe. Et je me suis dit, écoute, moi, j'ai pas envie d'être une victime, quoi. J'ai pas envie de me plaindre, quoi. Moi, j'ai envie de me battre. Mais tu arrives en 2008, tu dis, je vais à Dubaï, mais tu t'es dit, je vais faire quoi à Dubaï? Je sais pas. Je suis venu à Dubaï, j'avais pas d'argent, et je suis resté dans un hostel où, tu sais, c'est une chambre où il y avait 7 personnes. Et c'est là où j'ai dormi pendant, je pense, un mois, parce que tu peux pas rester plus que ça. Déjà, j'avais pas l'âge. Et qu'est-ce que je voulais faire? Je ne savais pas. Mais ce que je savais, c'est que je voulais grandir. C'est ça que je savais. Tu vois? J'avais ce feu au fond de moi, en fait, qui me disait, mec, vas-y, c'est bon, donne-toi à fond, mec, maintenant. Maintenant, prouve-toi à toi-même que tu peux arriver. Et je ne savais pas, en fait, ce que j'allais faire. T'es jamais reparti, en plus? Non, j'ai pas pu. En fait, j'allais repartir en France. Ok. J'avais fait 2 entreprises qui ont pas marché. Et je me suis dit, j'allais faire une dernière. Et si ça marche pas, écoute, reviens. Ouais. Mais ça fait 15 ans que j'allais revenir, quoi. Et je suis là aujourd'hui. Et je kiffe ma life. Ouais. Ouais, à fond. Vraiment, je suis très épanoui en tant qu'humain avec mon cerveau. Et ce que je suis en train de faire, ça a été un chemin très difficile, mais aujourd'hui, c'est tellement, excuse-moi du mot, jouissif dans ma tête. Ouais. Tu sais, quand tu passes beaucoup d'étapes dures et tu réussis et tu retombes et tu te relèves et tu retombes et tu te relèves et tu te retombes, au bout d'un moment, tu as une espèce de... Je sais pas si ça peut s'appeler une sagesse ou je sais pas comment ça peut s'appeler, ce truc. C'est un peu la résilience. J'ai une certaine sensation de plénitude. Je suis bien, quoi. Je suis bien. J'ai pas peur de rien. Je suis bien. Quoi. Tu vois, j'ai tellement reçu de coups pour en parler que ça va. Ouais. Tu vois? Donc, ça fait plus de 15 ans que tu es à Dubaï. Ouais. C'est aussi pour ça, là, je pense que tu parles anglais au quotidien, toi, vraiment, tout le temps. Et juste pour revenir sur ça, et puis après, on va parler des entreprises que tu as fondées, mais tu pars en 2008. Tu as quel âge déjà quand tu pars de la France? Moi, je suis nul en maths, tu sais. Je devais avoir 25 ans, 26 ans, 25 Ta 26, famille 26. te dit quoi? Tu dis, Ils m'ont arrêté. Ah ouais? Ouais, ils m'ont arrêté. Ils m'ont toujours arrêté, hein, ma famille. Toujours. Ils t'ont freiné, quoi. Toujours.
Toujours. Et les premières personnes qui vont... je vais parler de moi. Mais ouais, ma famille, ils m'ont freiné. Lorsque j'ai monté mon entreprise, ils m'ont freiné. Lorsque je voulais prendre un risque, ils m'ont freiné. C'est pas de leur faute. C'est juste la réflexion de leur propre peur. Ouais. C'est leur peur à eux. Mais vu qu'ils nous aiment, bon, ils ont peur. Donc, ils ont peur qu'on ait peur. Donc, en fait, ils pensent qu'il y a une peur, mais il n'y a pas de peur. Donc, on te met la peur. Et donc, c'est pour ça que beaucoup de gens... Non, mais c'est vrai. Ouais. C'est comme le Covid. La peur, ça s'attrape pareil. C'est ça. Mais c'est incurable. C'est ça le problème. Tu vois? Et donc, moi, j'essaie de, au maximum, toute ma vie, j'ai jamais écouté les gens. Toute ma vie, j'ai jamais écouté les gens. Toute ma vie. Mais les profs, ma famille, mes amis, oui, je suis très diplomatique, je parle, je les écoute pour pas les froisser leur cœur. Mais qui êtes-vous pour décider de mon futur? Dis-moi, dites-moi qui êtes-vous? Comment tu fais pour avoir ce truc-là? Parce que c'est pas facile, tu vois, les gens, ils se laissent polluer par les autres. Tu sais, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent le plus. Et est-ce que c'est un truc, tu t'expliques pas, c'est à l'intérieur de toi, genre t'en fais qu'à ta tête, ou c'est parce que t'es un peu de nature bornée, ou tu vois? Je suis borné, je suis une personne bornée. Je suis une personne qui n'aime pas recevoir les compliments. J'ai appris en psychologie que recevoir des compliments, c'est très négatif. Je ne savais pas. Ah ouais. Oui, parce que recevoir c'est important, mais je veux dire, bravo, tu es arrivé là. C'est-à-dire comme si on disait à ton cerveau, tu es arrivé. Oui. Stop. Tu vois? Oui. Mais inconsciemment. Mais ça fait plaisir de l'entendre. Mais inconsciemment, ça te dit, man, t'es arrivé. Et ouais, et c'est comme si ce que tu avais fait, alors que pour nous, ça pourrait paraître normal, les gens te congratulent par rapport à ça, or... Ils te congratulent par rapport à eux. Ouais, c'est ça. Pas par rapport à toi. Et c'est ça la grosse différence. Que si tu congratules par rapport à eux, oui, tu as un grand niveau. Ouais. Mais pour moi, mec, t'as encore rien vu. C'est ça. T'as encore rien vu. Et donc, j'écoute pas ça. Donc, toute ma vie, en fait, j'ai jamais écouté l'opinion des gens parce que je voulais faire ma propre opinion et j'ai fait énormément d'erreurs. Énormément d'erreurs avec cette tête de mule que j'ai. Mais ces erreurs m'ont permis d'être ce que je suis. Ouais. J'ai peur de rien. Véritablement, on va parler de mon parcours après, mais véritablement, j'ai peur de rien. Ce qui s'est passé dans mon business, dans ma vie personnelle en même temps et tout, ça a fait de moi un homme qui... je suis. Je suis. Voilà. Ouais. Parle-nous justement des entreprises que tu as montées, ou justement, quand tu dis elles ont échoué, qu'est-ce que tu mets derrière le mot échec, toi aussi? Écoute, tu sais, lorsqu'une personne veut se lancer dans le business, tu as cette motivation. On ne sait pas ce qu'on va faire, en fait. On ne sait pas. En fait, je pense que moi, ma première envie, pourquoi j'ai fait un business, c'était tout simple. Je veux ma propre liberté. Ma liberté, je veux qu'elle m'appartienne au maximum. Tu vois? Je veux qu'elle m'appartienne. Et c'est pour ça que je me suis battu, en fait. Toute ma vie, je me bats pour ma liberté. Et ce que je suis en train de faire pour mes employés, je suis en train de me battre pour eux, pour qu'ils aient leur liberté. Parce qu'on vit dans un monde qui est ouf. La vérité, où on veut t'enfermer, je sais pas, dans ton taf, on te met la vie misérable. Oh, avec un petit salaire, et après on fait une augmentation de 100 €, après les prix ils augmentent, et après je sais pas quoi, et après tu es là, tu prends les antidépresseurs. Mais moi, non. Je veux pas ça, moi. Toi, t'achètes ta liberté. Moi, j'achète ma liberté. Elle a eu un prix. Ouais. Bon, j'ai perdu quelques cheveux, et j'ai les poils blancs, mais j'ai le corps rempli, et l'âme forte. Ouais. Voilà. C'est quoi les entreprises que tu as fait au début, écoute, je savais pas ce que je voulais faire. Et à l'époque, c'était en 2012, je suis désolé, je suis nul en date. J'avais une communauté marocaine, des amis en fait. Et au Maroc, à cette époque, il n'y avait pas de jus exotique en rayon. Il n'y avait pas de jus de mangue, parce que c'est un pays riche en jus d'orange. Hein? Donc, ils n'avaient pas besoin de mettre ça dans les supermarchés. Donc, je me suis dit, à Dubaï, ils font ça. Donc, je me suis dit, mon pote, il connaît le mec qui est à Dubaï, qui fait l'entreprise de jus exotique. Je suis allé au Maroc. Il y avait Marjan, c'est un supermarché, un grand supermarché, les Marocains ils connaîtront. Et je suis allé là-bas. Ils m'ont dit, ouais, on veut ça. Et moi, j'étais chaud. Vas-y, je sais pas quoi, tu vois. Et je vais à la douane. Je fais écouter, je fais bien les trucs bien. Regardez le packaging. Est-ce qu'il est bien? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il faut payer? Vas-y, j'emmène un demi-container, toute ma thune. Je mets voilà. Et puis arrivé à la douane, ça passe pas. Et je lui dis, man, pourquoi ça passe pas? Il m'a dit, il y avait écrit 100% jus frais. Non, il y avait écrit jus frais, mais en fait derrière c'était, comment on appelle ça, le jus concentré. Donc ils ont fait, c'est un mensonge quoi. Non. Soit tu reprends, soit tu brûles.
Moi, je lui dis, bah, si tu veux, tu peux les boire. Ça en fait du jus. Et j'ai perdu, quoi, tout. Oh my God. J'ai toute ma thune, en fait. Que tu avais accumulé pendant tes 4 premières années où tu es arrivé à Dubaï. J'ai démarré ma vie, en fait. Je viens d'une famille moyenne, en fait, qui ont subvenu à tous mes besoins primaires et tu sais, vacances, mais autant qu'ils pouvaient. Et je viens pas d'une famille riche, tu vois. Et donc, moi, j'embête pas mes parents, tu vois. Allô, papa, allô, maman. Mais mon papa, que Dieu garde son âme, il m'avait aidé quand j'ai démarré mon dernier business. Et c'est là où ça a commencé. Mais ouais, j'ai démarré de 0-0. Et donc, du coup, quand tu perds tout, et surtout, les gens qui te disaient n'y va pas. Ça leur donne raison, d'un côté. Ils ont une certaine satisfaction dans leurs yeux, tu vois. Ouais. Et toi, tu as une certaine. Soit tu te rabaisses, ou soit dans les yeux, tu as le feu et tu leur diras, bah, je vais vous montrer. Tu vois, et ben moi, j'avais ça dans mes yeux et je me suis jamais arrêté, tu vois. Et voilà, quoi. Deuxième donc, ouais. c'était vraiment un grand échec, ce truc. Non, mais le dernier, c'était simplement avec un ami, on voulait faire comme du Airbnb, des trucs comme ça, tu sais, et ça n'a pas marché. Et ensuite, après, j'ai commencé à travailler pendant 1 mois. J'ai pas pu. J'ai dit, c'est pas moi. Tu faisais quoi? J'étais parti dans une entreprise, j'étais floor manager. C'est-à-dire que dans une entreprise qui s'appelle Surf Corp, ils louaient des bureaux pour les entreprises. Et moi, je devais voir si le PC marchait, la lampe était allumée, le sol était propre. Tu vois? Et je suis resté 1 mois et je suis parti, quoi. Et après, j'ai réussi de faire un autre truc. Je ne me rappelle plus quoi exactement. C'était un truc sur Internet. Ça n'a pas marché. Après, j'ai retrouvé un autre travail parce que je dois manger. J'ai pas. Et ça, c'est une question qui est importante. En fait, j'ai jamais voulu demander de l'argent aux gens. Pas par on va dire, fierté, mais un lion, quand il a faim, il dort. Moi, je suis un lion qui a faim. Et quand un lion, il a faim, il chasse. Et je suis resté sur ma faim, en fait. Je me suis forcé moi-même, en fait, à souffrir pour que ce qu'on a au fond de nous ressorte. Ce que j'avais au fond de moi ressorte, en fait. Ouais. C'est comme si te mettre presque en danger. Ouais. Et pour éviter d'être endetté. Et en fait, ça t'a porté aussi de te mettre un peu en danger financièrement. Ça t'a poussé. Non, même pas endetté, parce que même endetté, c'est pas... Tu voulais pas être endetté vis-à-vis de certaines personnes. Je voulais pas tendre la main. Ouais, je veux prouver à moi-même, en premier lieu, que je peux. Ouais. Après, les autres m'importent. Après, les autres, ils regarderont. Moi, je sais où je veux aller. Et puis voilà. Donc, à partir de là, je me suis inscrit sur une newsletter parce que je savais pas quoi faire sur les innovations. Et une fois par semaine, je recevais des newsletters avec les dernières idées de business. Parce que je savais pas quoi faire encore. Ouais. Et ça, il y a eu quoi j'ai démarré mon business en 2011. 2011. Donc, on a eu 8, 9, 10... Il y a eu 3 ans de flottement. J'ai eu 3 ans de flottement, en fait, dans ma vie d'entrepreneur où il y a tout qui était noir, quoi. J'habitais gratuitement chez les gens au bout d'un moment, quoi. Le boulet. Le boulet. Non, mais vraiment. À Dubaï. Le boulet. Ouais, tu sais qu'à Dubaï, c'est chaud quand t'as pas de taf. Hein. Ouais. Tu respires... ton compte en banque, il diminue. Hein. Ouais, donc, c'était vraiment, vraiment chaud, quoi. Ouais. Donc en 2011, tu es sur cette newsletter, à un moment donné, il y a un truc qui te fait écho et tu te dis, waouh, je vais aller dans cette voie, ou qu'est-ce qui a fait le déclic? En fait, ce qui s'est passé, c'est un enchaînement de 2 choses. J'étais assis en train de prendre un café dans un mall, en fait, et en face de moi, il y avait une espèce d'activation de marque. C'était pour Ariel, tu vois, les lessives. Ouais. Et ça, on parle 2010, un truc comme ça. Fin 2009, 2010, on va dire. Bref. Et à cette époque, c'était l'époque des Nokia ou les premiers iPhones. Quand tu prenais en photo, en fait, c'était super flou, tu vois, à l'époque. Donc, il y avait un stand. Et en fait, les promoteurs, enfin les gens qui travaillaient là pour faire venir les prospects sur leur stand, ils donnaient des flyers et les gens, ils écrivaient sur un papier leur nom, prénom pour participer à une loterie. Et après, je regardais, ils leur donnaient un espèce de publicité, enfin un petit truc. Et en face de moi, il y avait une poubelle et je rigolais
parce que je voyais pratiquement peut-être 50 ou 60% des gens qui passaient à côté de la poubelle, ils jetaient leurs flyers. Je dis, mec, quelle perte d'argent et de temps. Et là, je rentre chez moi. Tu vois, je rigolais, c'était super rigolo comme truc, tu vois. Et après, je rentre chez moi, je reçois une newsletter, et là, je vois qu'il y a un business d'un Américain libanais. Toujours les premiers, on peut pas. Et bah oui, on pourra en parler, les entrepreneurs libanais. Et en fait, il avait fabriqué un photomaton. Le premier à faire un photomaton, on va dire, comme un grand iPhone. Avant, c'était comme des grosses cabines. Il a fait comme un grand iPhone, designé pour les activations de marque. Putain, ça aurait été bien pour Ariel, ce truc. Et ouais. Eh ouais. Et je l'ai contacté. Mais le mec, il voulait des pourcentages à chaque fois. Et moi, il y a eu encore le feu dans mes yeux. Je suis Coco, je vais te montrer. Je vais le faire moi-même. Et je vais faire mieux que toi maintenant. Ok. Et c'est à partir de là où j'ai su que ce qui manquait, c'était l'engagement entre la marque et les gens. Parce qu'en fait, j'ai compris que si tu veux donner un message, si tu veux que le message marketing soit reçu convenablement et positivement par une personne, tu dois t'engager avec lui et lui donner quelque chose d'entertainment pour qu'il oublie que tu lui vends quelque chose, mais plus qu'il y a une relation entre nous. Ouais. Et cette relation, en fait, t'emmènera un client régulier, un client qui aime ta marque, parce que tu lui as donné du bon moment. Et moi, je donne juste du bon moment aux gens avec la technologie. Ouais, on parle, ouais, c'est ça. Toi, tu dis relation et bon moment. Ouais, c'est comme faire vivre une expérience. Voilà, je suis dans l'expérientiel. Ils appellent ça en anglais experiential marketing. Ok. Marketing expérientiel. Mon français, j'y arrive plus. Et du coup, de là, tu as cette idée, tu te dis ça, et là, ça part. Et là, en fait, déjà... Mais ça part, mais je sais pas où. C'est-à-dire que je suis pas un développeur, je connais rien du tout dans le domaine, je sais rien, mais ce que je sais, c'est que je vais le faire. Ça, je le sais. Mais sachant qu'à Dubaï, est-ce que tu avais étudié le marché? Parce que je pense que sur ce marché-là, oui. il y avait des choses ou pas assez? Genre... Écoute, il y a beaucoup de gens qui me disent... Il n'y avait pas du tout. Parce qu'en fait, le truc, ils avaient pas, il y avait rien. Il y avait 2 entreprises de photomatons, mais avec les grosses cabines. Ouais. Sans rien. Juste, ils mettaient le logo de la marque dans la grosse cabine. Nul, enfin, pas marketingment parlant. Pas nul, mais pas pour les marques, quoi. Tu vois, une marque, elle a besoin d'avoir une belle image, quoi. Un truc Donc, du coup, j'ai fait une petite étude comme ça et je me suis lancé. Mais j'ai sauté de l'avion sans savoir où aller. Et moi, il y a un truc qui est beau en moi. Ce que j'aime beaucoup en moi, c'est que j'ai gardé mon âme d'enfant. Cet enfant qui voulait conduire cette voiture, en fait. J'ai toujours préservé mon enfant au fond de moi. Je suis un homme fort, je prends mes responsabilités, mais au fond de moi, je suis un gamin. Ouais. Et ce gamin, il me permet d'imaginer beaucoup de choses quand je suis seul. Et quand j'imagine des choses, en fait, mon entreprise, en fait, je l'ai imaginé dans ma tête. Je l'ai imaginé comment je serais. Je l'ai imaginé, en fait, comme un enfant qui joue au voleur et au policier. Il n'y a pas de voleur et pas de policier. Mais dans ma tête, il y avait. Et j'ai essayé d'entraîner mon cerveau à ce que ce que je suis en train de faire aujourd'hui. J'imagine des logiciels ou des machines et je les fais vivre. Et c'est comme ça que j'imagine mon entreprise. Je l'ai fait vivre dans ma tête et aujourd'hui, elle est là, en fait. Tu vois. Et c'est pour ça que l'imagination, elle est énorme. C'est quelque chose qui est les gens qui disent oui, il faut grandir. Sois responsable, sois un homme, sois ci, sois je sais pas quoi. Pleure pas, fais pas... ok, je veux être... Non, mec, c'est pas ça, être un homme, quoi, tu vois. Être un homme, pour moi, c'est faire face à ses responsabilités, en fait, tu vois, et grandir et se battre, tu vois. Mais ça veut pas dire que détruire l'enfant qui est en toi, tu vois. Qui veut rêver, qui est créatif. Ouais, parce que l'enfant, en fait, là, en psychologie, l'enfant, il est très résilient. Ouais. L'enfant, il s'adapte à une situation difficile, comme je l'ai fait pendant la guerre. L'enfant,
il avance, l'enfant, il avance. Et c'est cette dynamique que j'ai en moi, cet enfant qui me fait avancer aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est trop bien parce que ça, c'est le moteur. Mais moi, j'ai une question. Ouais. Je me dis, OK, toi, tu as cette idée. Alors déjà, d'où ça vient? Parce que, est-ce que marketingment parlant, tu t'y connaissais un peu? Non. Tu avais des bases? Non. Parce que là, tu dis, ouais, je vois que la marque, faut qu'elle crée une vraie relation avec le consommateur. Mais d'où ça vient? Est-ce que c'est naturel en toi? Est-ce que tu as un peu ce côté marketing ou en tout cas... ouais, un truc qui est naturel en toi. Et alors, technologie, je suppose que pas du tout. Tu as tout appris sur le tas. Non, même, je connais rien en technologie. J'ai des ingénieurs de logiciels, ingénieurs robotiques, mais je connais rien, moi. Mais je te parlerai après comment je suis arrivé là. Mais en fait, le truc, c'est que moi, encore une fois, j'ai de la chance d'avoir un cerveau qui est assez rapide. Donc, je peux pas prévoir, mais plus, j'analyse beaucoup ce que je vois. Voilà, c'est tout. J'ai compris qu'il y avait une marque, tout simplement. J'ai compris qu'il y avait des prospects. J'ai compris que la marque veut vendre. Et si elle veut vendre, elle doit se donner une image. Et j'ai compris que le prospect, lorsqu'il va devant la marque, en fait, s'il n'y a pas de pont entre les deux, rien qui va se passer. Tu vois? Parce qu'en psychologie, en fait, encore une fois qu'on en a parlé, il faut que tu peux pas trouver une nana et dire viens avec moi, on va dîner. Non, avant, tu as des fleurs. La drague. Ouais, moi je drague. La vente, c'est de la drague. Hein, moi, je fais avant la vente, je séduis avant qu'ils viennent voir le vendeur. Tu comprends? Parce que comme ça, ils vont rentrer, voir la marque et se sentir à la maison, quoi. Susciter l'attention. Et donc, susciter le truc. Ouais, donc du coup, j'ai simplement vu, analysé et compris. Ok, et du coup, je suppose que tu n'as pas fait tes premières machines. Déjà, c'était quoi que tu as vendu en tout premier? Et est-ce que tu l'as fait tout seul? Genre, comment tu as fait? Au début, il y avait des logiciels qui vendaient en ligne. Moi, je me suis dit non, je vais faire mon logiciel. Ok. Parce que j'ai compris que la technologie avancera très vite et je ne veux pas être... j'ai souffert dans ma vie. Et j'ai pas envie d'être dépendant des gens. Dépendant, ouais. C'est pour ça, en fait, que je fais tout moi-même. J'ai vu ça avec ma psychologue. En fait, on a travaillé... Parce que je travaille beaucoup sur moi-même. Ouais. Et elle m'a dit, parce que ton enfance, les gens, ils t'ont pas trop aidé. Donc, c'est pour ça que j'aide aussi beaucoup les gens. Et je compte pas sur les autres pour arriver là où je veux. Je veux pas monter dans un train où il y a un conducteur qui me conduit là où il veut aller. Moi, je sais pas où je vais aller, mais je vais laisser mon imagination. Donc, du coup, je suis allé en ligne. J'ai dit, je cherche un développeur. Il y en a un qui est venu. C'était un gros menteur, le mec. Donc automatiquement il me disait ça va venir dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, dans 5 mois. Je connaissais rien. En fait, j'ai découvert que c'était pas un développeur. Non. Et il faisait ça, ouais, je te jure. Et il faisait ça en Inde. Donc je l'ai harcelé. Le mec il m'a donné le bureau en Inde. J'ai téléphoné, je les ai harcelés. Ils ont le droit de le faire, ils ont pas pu le faire. Mec, je n'allais pas m'arrêter. Donc j'ai parlé au chef. Il a commencé à... Je connaissais rien, moi. Après il m'a dit ouais, mais tu me casses la tête. Tiens, prends ce numéro. Et c'est un développeur qui est avec moi depuis maintenant 15 ans, à Nice. Salut, il parle pas français, mais bon. Et avec lui, tout a démarré, en fait. Voilà. Wow. Et après, ouais, j'ai monté mon entreprise. Je travaillais tout seul dans la maison où j'habitais gratuitement. Et il me restait le dernier argent que j'avais. J'ai fabriqué une machine. Une seule. Donc, et après, j'ai commencé à faire un site internet moi-même, des pubs. Après, j'ai compris que je devais travailler avec les boîtes d'événementiel. Donc, après, j'envoie des mails et tout. Après, je reçois un mail de Christian Dior. Et genre, on va dire 3 mois après. Qu'est-ce qui se passe, mec? Et quand je suis parti à Christian Dior, il y avait un meeting. Et en fait, j'étais parti dans une zone industrielle. Et pour rentrer, il fallait un permis. Je crois que c'était en janvier. Je sais pas, il pleuvait. J'avais un pantalon blanc, une chemise noire. Et je courais. Et j'ai glissé dans une flaque d'eau de boue. Et là, je rentre dans un meeting de Christian Dior. Je fais merde, c'est pas grave, j'y vais. Tout dégueulasse. Je rentre, je présente. Ils me disent, ils applaudissent. Qu'est-ce qu'ils s'applaudissent? Parce que moi, j'essaye, mais ils applaudissent. Et ils me disent, ils veulent 6 machines. J'avais pas de thunes. Je dis, bien sûr. Ils m'ont dit, on veut 3 au Koweït, on veut 2 en Arabie Saoudite et 2 à Dubaï, Abu Dhabi, je sais pas quoi. Et moi, je suis tout seul. J'ai pas de thunes. J'ai rien.
Et là, on veut 6 machines. C'était quoi les 6 machines? C'était quoi? C'était une Non, c'était des photomatons simples. photomaton, Tout simple. photobooth pour des events ou des pop-up. Parce que parce que je travaillais en fait, j'ai fait mon business en fait, j'ai compris que mon marketing devait se tourner autour des marques, loin de tout ce qui est anniversaire, tiens, Pas web- B2C, quoi. non, Plutôt non, non. B2B. Ouais, B2B. Parce que c'est les marques qu'on la tue. Ouais. Donc moi je veux de l'argent, tu vois, pour faire, je veux de l'argent pour faire vivre Ouais. mon projet, quoi. Donc, Ouais. ils te disent, on veut 6 machines et toi, tu es tout seul, tu n'as pas d'argent. Rien. Et tu leur dis, Vas-y, pas de souci. on y va, mec. On y va parce qu'en fait le truc c'est que si imagine prends la maintenant vu que il y a eu 15 ans qui sont passés, ça a été très crucial cette réponse. Ouais. Elle était cruciale. Mais imagine si j'avais dit non. Oh, je suis pas sûr. Oui, je sais pas si Ouais. je peux vous donner les 6 Ouais. machines. Bah, ça c'est pas crédible. Bah non, mais ça on revient encore une fois à la peur. Ouais, c'est ça. Et moi, bah, cette peur, j'ai toujours essayé de l'enlever, quoi. Et donc, du coup, automatiquement, j'ai dit oui. Mais j'avais peur. En fondement, ouais. parce que je savais pas quoi faire. Voilà. Donc, du coup, j'ai fait ça. Dès qu'il y avait un petit problème, je prenais un billet d'avion. Enfin, en gros, j'ai rien gagné. J'ai même perdu de l'argent. Mais pour revenir, c'est mon papa qui m'a donné 3 000 €. Que Dieu garde son âme. Et c'est grâce à mon père qui m'a aidé à me lancer un peu. Parce que là, j'ai dit, écoute, papa, là, je ne demande jamais rien. Je n'ai jamais rien demandé. J'ai arrêté de prendre de l'argent de mes parents, genre, je sais pas, 12 ans, 13 ans, un truc comme ça. Je dis là, écoute, je suis fatigué, je sais ce que je veux faire, je suis sûr de ce coup. Vas-y, donne-moi l'argent. Bon, il y a eu, et c'est là où ma mère et mon père, ils avaient beaucoup peur, en fait. Ouais, trop Ouais. bien. Ouais. Du coup, tu te démerdes comment pour faire ces 6 machines pour Christian Dior et faire Ben, je sais pas, je sais pas. En fait, même les machines, je les ai fabriquées. toi-même? Ou t'as quand même réussi à trouver des mecs un petit peu par-ci par-là? J'ai un ami depuis 15 ans, Ashley Coulé, c'est un Sud-Africain. On va dire Ashley Coulé, il s'appelle comme ça, avec un clic. Et en fait, lui, il travaillait pour une marque design intérieur. Je lui ai dit, écoute, Coco, il faut que tu m'aides, poteau. Il m'a fait un petit design. Et après, on est allé dans une usine où il fabrique l'acrylique. Donc, c'est comme du plastique. Et c'est mon pote qui m'a aidé, quoi, et à tout faire. Voilà. Et j'en suis reconnaissant beaucoup. Et on est frères, quoi. Trop bien. Ouais. Et après cet event, je suppose que tu as livré les machines. Tout s'est bien passé? Non. Parce que le logiciel, il crachait tous les 2 photos. Non. Ouais, mais je savais pas ce que je faisais. Et mon développeur, en fait, à l'époque, il faut bien se remémorer qu'à l'époque, la caméra DSLR, c'est la caméra professionnelle, en fait, elle n'a pas de fonction, on va dire, pour les logiciels. C'est une caméra pour les professionnels, en fait. Les autres photomatons, ils utilisaient à l'époque des webcams, tu vois. Donc, ouais. Mais moi, j'ai compris qu'il fallait que la qualité... ouais. Donc, du coup, contrôler une caméra des professionnels avec un PC n'était pas très stable à l'époque. Les SDK, c'est-à-dire les petits logiciels de communication entre le PC et la caméra, bah, ils n'étaient pas stables ou ne donnaient pas toutes les fonctions nécessaires pour que le logiciel tourne. Voilà. Donc, il y avait 3-4 crashs. Ouais. Ouais. Et de là, tu fais Dior et là, t'enchaînes. Et là, tout simplement, je vais voir... Là, ça part. Non, je vais voir les autres marques. Vous avez vu ce qu'ils ont fait, Dior? Ouais. Et après, il y avait une autre marque de luxe. Vous avez vu Dior? Et cette marque, ils ont fait quoi? Pourquoi vous faites rien, vous? Preuve sociale. Et Sephora, regarde ce qu'on a fait là-bas. Et j'ai tout mis sur YouTube. Tous mes événements, tout ce que j'ai fait. Il y a beaucoup de gens, ils ont peur. Moi-même, j'ai expliqué comment faire les logiciels et tout. Non. Ouais. Tout. Ouais, donner. Je partage, donner. Parce donner que de la valeur. le problème, c'est pas ça. C'est que dans le business, en fait, les gens, ils ont peur. Par exemple, ce qui me fait toujours rigoler, moi, c'est quand quelqu'un, il a une idée de business, il te dit, ah, mais tu dis à personne. Ouais. Parce qu'après, ils vont voler mon idée. Hein. C'est ridicule. C'est tellement ridicule. Ouais. C'est tellement, cette psychologie, elle freine l'humain lui-même. Alors que lorsque tu partages, les autres vont te copier. Ouais, c'est ça. À toi d'augmenter. À toi de réfléchir comment grandir. On va tous rester bêtes, on va tous grandir. Qu'est-ce qu'on veut? Ouais. On partage, on est une communauté. Sur Terre, on n'est pas seul. C'est ça le problème des entreprises. Ils pensent qu'on n'est pas seul. C'est pour ça que le business, je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas que financier. C'est une aventure humaine, tu vois, avant tout. Parce qu'un entrepreneur, pour moi, un vrai entrepreneur qui réussit, c'est un entrepreneur qui fait grandir déjà les gens autour de lui, ses employés, sa famille et ses amis.
parce que c'est le mec qui a passé la frontière. Et on vient avec notre lampe, guide-nous. Tu vois? Non, mais vraiment. Vraiment. Pas un entrepreneur qui fait de l'argent et qui est en train de se faire ses petits posts sur Instagram avec sa Ferrari ou avec sa thune, ces trucs comme ça. Pour moi, c'est des... Même si il a des millions d'euros sur son compte, pour moi, c'est un loser. Il n'a rien compris à la vie, il n'a rien compris à l'entrepreneur, dans l'aventure d'entrepreneur, en fait. Être un entrepreneur n'est pas que financier, n'est pas financier. Et pour moi, ceux qui pensent que financier, un jour ou l'autre, leur aventure s'arrêtera. C'est mettre la main dans le cambouis, c'est être visionnaire. J'en ai plein des entrepreneurs où ils ont réussi, où ils tournaient que derrière l'argent, ils ont pris leur argent, ils ont acheté des bulles, ils ont acheté des appartements, où ils amenaient leurs copines dans les meilleures boîtes avec les comptes de l'entreprise, bien sûr. Et pour arriver, bon, on va pas nommer l'entreprise Dan Bolton, mais bon, il doit je sais pas combien de millions aux Émirats, alors que le mec, il a commencé à jeter sa thune partout, quoi, en se la pétant. Être entrepreneur, c'est être discipliné. Pas n'importe qui peut psychologiquement être calme quand il a de l'argent. Avoir de l'argent, c'est une espèce de pouvoir de faire les choses, en fait, et pas n'importe qui peut avoir de l'argent, honnêtement. C'est aussi être créatif et enfin, ça fait monter à la tête. C'est ce que j'essaie de dire, c'est que l'argent, parce que les gens, ils disent argent. Le jour où ils en ont, ils se renferment avec l'argent. La vérité, ils voulaient chercher leur liberté, mais ils sont esclaves. Ils sont esclaves de ça, en fait, tu vois. Et ben moi, j'étais toujours détaché de l'argent. C'est ce que tu as dit au début. Ta valeur première, je pense que c'était la liberté. Donc le moteur n'était pas le même à la base. Non, c'était la liberté. Et je pense que tu as un profil créatif, débrouillard. Tu aimes bien créer des choses. D'ailleurs, dis-nous un petit peu, ça a été quoi la ligne... comment on peut dire ça, je sais pas, la ligne conductrice et édito de iBoost Me. T'as créé quoi et du coup, t'enclenches quoi? Après, tu te dis, OK, bon, là, on a fait des photoboosts, c'est sympa. Maintenant, comment on passe à l'étape supérieure? Comment on fait une autre machine, un autre truc, une autre expérience? C'était, je veux dire, au début, la technologie, elle évoluait tout doucement. Parce que moi, mon travail, c'était comment inclure la dernière technologie dans mes machines pour attirer l'attention des gens. Donc, il y avait Instagram qui est venu après les filtres, on a mis des filtres, tu sais. Et en fait, j'ai suivi la technologie, en fait, et j'ai tout simplement suivi la technologie et je me suis entouré d'experts, de gens qui pouvaient développer. Là, aujourd'hui, par exemple, je suis en train de vraiment transpirer parce que avec l'intégration de l'intelligence artificielle, tous les jours, il y a des choses. Et je n'arrive plus à suivre, en fait. Et j'essaye vraiment maintenant... les marques, ils ont beaucoup de problèmes en fait, en ce moment, c'est comment utiliser l'intelligence artificielle durant leur activation, ils ne savent pas encore. Et c'est ça mon sujet d'aujourd'hui en fait. Et c'est pour ça on en parlait tout à l'heure, je suis en train de tout refaire à mon entreprise en fait, pour me poser sur cette question et la robotique. J'ai monté de niveau, maintenant j'ai un humanoïde, c'est un robot humanoïde, et j'ai un ingénieur robotique, un ingénieur IA. En fait, ce qui s'est passé, j'ai eu une évolution naturelle en suivant la technologie, en fait. Et en fait, vu que je suis quelqu'un de curieux qui aime apprendre, bah, je ne me suis jamais arrêté d'apprendre. Tu vois, jusqu'à aujourd'hui, j'arrête pas, quoi. J'apprends tous les jours, en fait. Et en apprenant, bah, tu fais, quoi. Oui, tu me disais tout à l'heure en off que du coup, là, tu prenais un tournant dans ton entreprise. Ça fait un moment maintenant que tu as ton entreprise. Ça fait quoi? Plus de... 15 ans. Ouais, ça fait 15 ans. 15 ans à peu près, ouais. Ouais, c'est 14, ça. 15, ouais. Je suppose que tu as vécu plein de choses. Est-ce que c'est allé crescendo en termes de... Tu as monté ton nombre d'équipes, tu as monté ton chiffre d'affaires, ou est-ce qu'il y a eu des moments où c'est retombé et ça allait plus du tout, tu as dû te séparer de gens, puis c'est revenu, puis c'est reparti, puis c'est revenu. Enfin, ça a été quoi un peu le parcours de iBoost Me depuis ces 15 dernières années en termes de up and down, quoi? Je connais rien, moi je connaissais rien en management, je connaissais rien à l'humain. Je suis quelqu'un, moi, là tu me vois, je parle comme ça devant toi, mais je suis quelqu'un qui... j'aime pas parler aux gens, en gros. Et je suis là, tu vois, mais... en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu peur de recruter mon premier employé parce que voilà, je me suis dit, mec, j'arrive même pas à m'en sortir moi-même. Comment je vais... Enfin, j'ai eu le premier employé, j'ai eu le deuxième, j'ai eu le troisième, j'ai eu le quatrième. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mon entreprise, elle a monté. 2011, 8 ans, ça montait, ça stagnait, tout est bien. Après, le Covid est venu, quoi. Tu vois? Et en fait, merci le Covid, il m'a beaucoup aidé. Ah ouais? Ouais.
énormément aidé. Moi, en fait, le truc, c'est que j'ai eu une expérience personnelle très difficile et j'ai dû rentrer en France, en fait, pour chercher ma fille pendant 5 ans. Entre-temps, il y avait le Covid et j'ai quitté ma boîte pendant 5 ans. Waouh. Et c'est là où on revient au côté humain. J'ai énormément pris soin de mes employés. Et pendant 5 ans, ils ont pris soin de moi. Ah. Et pendant 5 ans, mon entreprise, elle faisait que faire de plus en plus d'argent, Ah. alors que je n'étais pas là. Et c'est ça l'importance de l'humain, en fait. Ouais. Ouais. Oui, parce que ta fille, elle est en France, c'est ça? Ouais, Ouais. malheureusement, j'ai pas envie. T'imagines, j'arrive, je peux même pas dire son prénom, vu que Ouais. sa maman, elle est un peu, on va dire, tu sais, en France, quand tu es un homme devant la justice, en ce moment, on n'est pas trop gâté, on va dire comme ça. Ouais. Donc, du coup, mes employés, ils m'ont aidé à maintenir mon entreprise. Et non, même pas maintenir. Qu'est-ce que je raconte? Ah. On a dit, je me suis dit, mec, écoute, là, mon cerveau, il a commencé à fonctionner. Écoute, on est dans la merde. Il n'y a plus d'événements, mais tu as des entreprises de photomatons dans tout le monde, aux États-Unis. Je me suis concentré. Et je me suis dit, les marques, elles vendent encore, mec, en ligne. On a bien vu pendant le Covid les explosions de marques. Et en fait, il faut qu'il y ait un engagement, quoi, encore. Yes. Ce pont. Mm. Et donc, j'ai créé un logiciel, un SaaS, pardon, c'est un logiciel en ligne, en gros, où tu peux préparer tes photomatons, mais en virtuel, avec le smartphone des utilisateurs. Ils se prennent en photo, ils mettent leur mail. En fait j'ai bien. tourné ça en ça. Et figure-toi que je suis devenu le leader mondial dans ce logiciel. On s'est fait inviter à Las Vegas pour présenter nos trucs. Et là, on a une reconnaissance mondiale. Trop bien. On a une machine robot installée à Disneyland Orlando, aux États-Unis. Alors, franchement, pour développer une machine et un logiciel avec le standard des Américains, crois-moi, il faut y aller. Parce que ce n'est pas le même standard européen où ici, il y a beaucoup d'avocats, de process, beaucoup de vérifications, de tests, de data, sécurité. Alors, tu vois, donc on est arrivé là aujourd'hui. Et après, je suis rentré en France, il y a eu l'IA. Et pendant 5 ans, en fait, ça se passait pas... Je veux dire, pendant 5 ans, je n'étais pas dans ma boîte. Ça se passait pas comme je voulais. Ouais. OK. Du coup, j'ai analysé pendant 6 mois. C'était très tendu parce qu'il y avait une espèce de négativité, de trucs que je sentais pas trop. Après, j'ai pris une décision très difficile. J'avais mon meilleur élément, alors qui performait de malade. Il était négatif. Il pourrissait la journée de mes employés. Ouais. Mais c'était mon meilleur élément. Ouais. Je l'ai viré. Ouais. Ils ont tous respiré d'un coup. Ouais. Et on fait mieux, et on a encore augmenté. Tu vois, ouais, je comprends. Quand tu es entrepreneuse, tu as ton meilleur élément, tu n'as pas envie de t'en séparer. Ouais. Mais mindsetement parlant, il mettait tout le monde vers le... Enfin, il tirait tout le monde vers le bas aussi. Il se moquait d'eux. Tu vois, les trucs pas cool, quoi, tu vois. Du matin, quoi, tous les jours. Enfin, voilà. Et après, j'ai fait de mon mieux. Mais après, je me suis dit, écoute, moi, je me donne encore 4-5 ans pour travailler parce que j'ai mon plan dans ma tête, en fait. Parce que moi, mon rêve, c'est un autre sujet. Mais j'ai fait venir un auditeur interne pour qu'il audite mes employés. Et comment ils travaillent et tout. Et il s'appelle Shibli. C'est mon frère aussi. Et mon entreprise s'est complètement transformée avec ses conseils. Et suite à son conseil, il m'a dit, parce que j'ai un bureau au Pakistan aussi, avec j'ai une grosse équipe de développement au Pakistan, et j'ai fait venir un auditeur de logiciels, enfin un auditeur qui se connaît en développement, on va dire, qui a audité là-bas, qui m'a donné des conseils, et là, je suis en train de tout reconstruire, en fait, aujourd'hui. Après ces 5 ans où je n'étais pas là, et avec tout le savoir que j'ai accumulé, en fait, je suis en train de tout refaire de zéro, mais avec une conviction plus forte et ferme. Parce que j'ai appris de mes erreurs et je sais ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et voilà. Trop bien. Ouais, merci. Pardon. Merci de me partager la vision de ta boîte et ta vision à toi, parce que c'est une des questions que je pose en fin d'épisode aussi. On arrive bientôt à la fin de cet épisode, on a pas mal parlé, mais je voulais juste revenir sur un point un peu plus
un peu plus, je sais pas, business, on va dire. Comment tu sais ce qui va être la nouvelle tendance vis-à-vis des consommateurs ou qu'est-ce qui va plaire? Est-ce que les marques, elles arrivent vers toi, elles te disent voilà Youssef, j'ai besoin de tant de machines ou en tout cas tant d'expérience client sur un photobooth, un machin, un truc. Qui fait ça, qui fait ça? Est-ce que c'est eux qui arrivent avec des propositions d'idées ou c'est toujours toi ou tes équipes qui vont dire nous on a ça à vous proposer, c'est genre game changer pour vos consommateurs, ça va tout changer, ou c'est eux qui arrivent avec des idées et toi tu fournis le truc? Moi, je suis arrivé à une étape dans ma vie où c'est eux qui viennent me demander des idées. Ouais. C'est le marque qui viennent, écoute, Youssef, on a ce produit, on veut targeter ce genre de gens, on a fait ça l'année dernière, on veut arriver à ça, qu'est-ce qu'on fait? Et là, je peux donner un exemple si tu veux concret. Ouais. Il y a eu, je sais pas si on peut donner les marques et tout, on s'en fout. Hein. Ouais. Ouais. Valrhona, en fait, ils ont, c'est une marque de chocolat, en fait, ouais. Et ils sont en train de trembler face à Dubai Chocolate. Alors, ils sont en train de les virer des magasins aux aéroports parce qu'ils font pas assez de chiffre d'affaires par rapport à Dubai Chocolate, qui a même pas 2 ans, en fait. Et là, ils disent, Youssef, écoute, qu'est-ce qu'on peut faire dans le mall? Sors-nous des activations, sors-nous des trucs, comment changer, comment les prospects peuvent repercevoir notre marque d'une manière plus tendance. Ouais. Mais le problème, c'est que la marque, elle a 109 ans, tu vois, donc en train de travailler dessus, là, en fait. Ils viennent avec vraiment des gros problèmes. Hein. C'est pas genre, il y a la fête à Ibiza, tu vois. C'est vraiment des problèmes stratégiques et marketing que je suis en train de soulever avec la technologie. Waouh. Ouais. Ok. Et toi, là, tu fais appel à quoi dans ta tête ou dans tes équipes pour dire, ok, là, il va falloir résoudre ce problème. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que l'expérience client, elle soit juste waouh et redorer l'image de la marque? Genre, qu'est-ce que toi, tu as quoi comme idée? Pas forcément pour ce cas-là, mais qu'est-ce que tu mets en place dans ta tête pour te dire, là, ça serait cool de faire ça? En fait, tout simplement, je me mets tout simplement dans les chaussures du prospect qui marche dans l'aéroport et qui est avec sa femme et ses gamins. Et comment je peux pouvoir comment je me mets enfin, en lui. Je deviens lui, en fait. Et je revois les choses à partir de ses yeux à lui. Pas les yeux de la marque, pas mes yeux, les yeux à lui, en fait. Et après, je fais des scénarios dans ma tête. Qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut pas, qu'est-ce qu'il fait, s'il fait. Voilà, et après, voilà, quoi. Je vois ce qui a tendance, je vois ce qui peut marcher, je vois ce qui est aligné avec la marque, j'essaye. Et en fait, j'imagine, encore une fois. Super intéressant. Tu te mets à la place du prospect, du consommateur final. Tu dessines un peu l'avatar, tu te mets toi-même dans la peau et dis qu'est-ce que je kifferais. Ouais, je m'isole pour faire ça, en fait. Je suis dans mon bureau, je mets mon casque, je deviens vraiment cette personne, tu vois. Ah, ouais. trop Mais bien. littéralement, pas, j'imagine pas, je deviens, en fait. Et est-ce que tu as des marques qui arrivent et qui te disent non mais là Youssef, on va pas faire ça, c'est complètement fou ou c'est complètement fucked up, on va pas se lancer ce truc. Est-ce qu'il y en a qui t'ont déjà dit ça? Ouais, c'est surtout les marques de luxe, en fait. Il y a une certaine ligne conductrice qui m'énerve. Tout est un peu qui m'énerve, cloisonné. Qui m'énerve. Ouais, tout est cloisonné, tout est comme tu as dit, tout est écrit, c'est chiant. C'est chiant, on s'ennuie. Et faire un événement avec eux, c'est les éléments les plus chiants. Franchement, tu peux rien faire avec eux parce que tu peux pas faire ci, tu peux pas utiliser ça, tu peux pas mettre ce son. En fait, qu'est-ce que vous voulez? Ils veulent juste être là pour que les gens les voient au loin, c'est tout, en fait, tu vois, enfin, voilà, ça, c'est horrible, quoi. Alors que c'est dommage, parce qu'une marque de luxe qui a un truc un peu peps, un peu plus sympa, qui sort des sentiers battus et tout, ça les démarquerait, oui, justement. mais il y a tellement de milliards dedans qui veulent pas faire un truc, t'as bien vu Jaguar? Non, attends. T'as pas vu? Il y a le rebranding de Jaguar pour être plus jeune et plus... Non, j'ai pas regardé. Bon, en fait, Jaguar, en fait, c'est une marque enfin, à l'époque de luxe. Et après, ils ont arrêté d'en vendre beaucoup. La marque, elle a mal vieilli et tout. Et après, ils vendaient, je sais pas, même pas 100, 200 voitures, je sais pas, vraiment un truc comme ça, quoi, tu vois. Et après, il y a eu un CEO, il est venu, il a fait on va tout rechanger. Tu vois. Et il a pris la ligne directrice des LGBTQ, je sais pas quoi. Il a dit ce sera comme ça ma ligne directrice de marketing communication. Et il a rendu même les voitures qui ne ressemblent plus à des Jaguars. Le logo, il a changé. Et la pub, ça a été des... Enfin, je ne vais pas en parler, mais des choses qui... ouais, un peu bizarres. Ok. Bon, tout le monde a été extra choqué.
sur la scène d'automobile et de marketing et de publicité. Aujourd'hui, il a été viré. Hier, je crois. Ou Yeah, avant-hier. ah ouais. Hier ou avant-hier, ouais. Au jour d'aujourd'hui, ouais. Oh my God. Parce qu'il il a complètement détruit. C'est pour ça que les marques de luxe, elles ont très peur. Elles ont peur de bouger Jaguar est un petit doigt, quoi. Regarde le cas Jaguar. Je regardais, ouais. Et tu comprendras l'échec marketing qu'ils ont eu. Wow. Ouais, donc ils veulent pas. Oui, non, mais après, de là à passer d'un truc à l'autre, toi, je veux dire, tu vas être force de proposition, mais tu vois, je veux dire, qu'est-ce que ça pourrait être le pire truc que tu proposerais qui sortirait vraiment des sentiers battus pour eux? Est-ce que c'est vraiment trop éloigné de eux, tu vois? Je pense pas non plus. Enfin, si? Ah ouais, tu fais des trucs. Moi, je peux aller très loin. J'ai la chance d'avoir une imagination, d'avoir des développeurs, d'avoir des ingénieurs, d'avoir des designers. Mais là, ce que tu parles dans le cas de Jaguar, j'ai l'impression que c'est quand même sur le cas... C'est plus, ça parle des valeurs. C'est des valeurs qui sont trop éloignées de la marque au départ. Ils ont même changé la forme de leur voiture. Ouais, non mais... Ils ont même changé le Jaguar. Ils l'ont changé, ils ont mis JL, je sais pas, un truc comme ça. Ouais. Ils ont détruit en fait. Ils ont pas ce que Jaguar, c'est, tu vois, ils ont pas bien étudié. Tu sais, le changement c'est bien, mais pas complètement. Ouais, pas complètement, c'est ça. Ouais. Donne-moi un événement fou ou un truc que tu as fait, genre que tu vois, tu me dis si on peut aller très loin. Donne-moi, je sais pas, une machine ou un événement, un truc fou que tu as pu faire. Ouais, j'en ai plein. Hein. Tu sais, moi j'ai fait 45 000 événements pendant tout ce temps. Ah ouais, je les ai calculés il n'y a pas longtemps, mais j'en ai beaucoup qui m'ont fait plaisir. Mais il y en a eu un en particulier, c'était WWE, c'est les trucs de catch. Ok. Ils sont venus, c'était en Arabie Saoudite, et ils m'ont dit, Youssef, on veut que tu fasses un truc de fou avec nous. Parce que c'est pas eux, c'est une boîte d'événementiel qui ont eu le contrat WWE et qui me connaissent. Et en fait, le truc, à la base, ils voulaient mettre un photomaton et tout, devant un ring et tout. Et je lui dis, mais mec, non, laisse-moi te faire un truc. Alors, je vais t'expliquer l'événement vite fait, parce que je sais qu'on arrive à la fin du truc. Hein. Ouais. J'arrive vite fait. En fait, le truc, c'est qu'on a fait un ring un ring de catcheurs. Et en fait, les gens, avant d'entrer sur le ring de catch, ils avaient une espèce d'écran où ils choisissaient leur héros favori. Par exemple, ils choisissaient je sais pas, Undertaker, ou je sais pas si encore il est en compétition. Et après, ils faisaient une entrée de héros. Derrière eux, tu avais un écran géant qui jouait la musique avec et lui, il arrivait comme ça en défilé. Et à côté de lui, il y avait une arme robotique qui le suivait comme ça. Et quand il montait sur le ring, la caméra suivait sa tête, tu vois. Et de l'autre côté, il y avait une autre caméra qui filmait lui en rentrant du ring. Et après, on a fait un format vidéo comme ça de l'entrée du ring du héros avec le public derrière qui était comme ça, lui prenait le... Putain, il y avait la chair d'ampoule, quoi. Le truc, les gens, ils pétaient les plombs. Ils pétaient les plombs. Même le client, il est venu avec... On a donné aux prospects, en fait, aux fans de WWE, en fait, la sensation d'être un héros qui rentre sur le ring. Plus... Tu as ça en vidéo avec plusieurs caméras placées à un autre endroit, la musique que tu as choisie, l'écran qui joue, enfin plein de domaines et tout importants. J'ai organisé aussi, j'arrête, on va dire énormément toutes les fan zones et tous les stades de la Coupe du Monde FIFA qui s'est passé au Qatar. Tout ce qui est registration, tout ce qui est photo, tout ce qui est engagement, jeu, trucs comme ça, j'ai tout fait. Et c'est ça mon standard aujourd'hui. Je peux faire des événements comme la Coupe du Monde et voilà, j'ai passé le Covid, c'est passé, j'ai fait la Coupe du Monde, j'ai fait des événements de fou, c'est pour ça que je suis tranquille en fait. Il n'y a rien qui peut être plus gros que ça maintenant pour moi, comme client en fait, la FIFA, tu vois, ça va. Et j'ai tout bien fait, quoi. Bravo. Merci. Bravo Youssef. Merci Fanny. Merci pour cet échange. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de te contacter? Sur Instagram. Ouais. Je suis en train de partager des fois mon expérience d'entrepreneur de tous les jours sur Instagram, Youssef Kibé. Et voilà quoi. Et l'Instagram de la boîte, iBoostMe. Ouais, iBoostMe, ouais. Yes. L'Instagram de la boîte iBoostMe. Ouais, mais plus sur YouTube, j'ai tous mes logiciels, toutes mes expériences et tous mes trucs dessus. Sur YouTube, ouais. Sur YouTube, c'est iBoostMe, IBOOTHME. Trop bien. Merci Youssef. De rien, Fanny. À très bientôt. Mais